Conférence de l'Université populaire de Michel Onfray. Génie de l'hédonisme. Aujourd'hui, portrait de Démocrite. On avait parlé la dernière fois de Leucippe et du matériel, combien il était difficile d'obtenir quelques vérités à partir de fragments, d'un fragment en l'occurrence. Je souhaiterais qu'on consacre cette séance à Démocrite, faire un portrait de Démocrite, et puis la fois prochaine, on tâchera de voir un petit peu à quoi ressemble la philosophie de Démocrite. Je voudrais profiter de cette séance pour réfléchir avec vous sur la question des présocratiques. On parle des présocratiques comme si ça faisait évidence, comme si le terme était convenu et entendu. Je vais tâcher de vous dire pourquoi et comment ce terme-là suppose des intérêts idéologiques, et lesquels. Il y a une falsification à faire de Démocrite un présocratique. On va regarder les dates et on verra qu'il est ce présocratique très exactement contemporain de Platon. Je tâcherai de vous dire aussi à quoi ressemble la pensée présocratique. Si effectivement elle semble un peu fictive, cette expression, il n'empêche que dans ces eaux-là, dans ces époques-là, on pense d'une certaine manière. Je vais tâcher de vous dire comment on fait à cette époque-là pour réfléchir. Je vous dirai également qui a eu envie de brûler Démocrite. Je vais vous donner la réponse, c'est Platon. Et ça n'est pas un hasard, on verra pourquoi. Et puis on finira avec un petit portrait de Démocrite, pour faire de telle sorte qu'on puisse préparer la fois suivante la lecture des fragments à proprement parler. Donc sur la question de la falsification, parce que je pense qu'il s'agit vraiment d'une falsification, il est toujours très étonnant de voir Démocrite présenté comme un présocratique. J'ai toujours tendance à dire que la réputation, c'est toujours la somme des malentendus qu'on accumule sur son nom. Ça marche pour toujours. Ça marche pour Démocrite aussi à cette époque. Et je pense que le malentendu consiste à en faire un présocratique. Il y a d'ailleurs des malentendus sur cette expression, avant Socrate, pendant Socrate ou à partir de Socrate. On parle par exemple de petit socratique ou de socratique mineur. On sait bien qu'être un petit socratique, c'est pas être un grand socratique, et c'est quand même très étonnant qu'on puisse renvoyer par exemple Antisthène ou quelques autres, je dirais Aristippe, qui sont mes préférés, du côté des petits socratiques, comme s'ils ne méritaient pas eux-mêmes la qualité de socratique à part entière. Que dit l'étymologie de présocratique? C'est tout bête, je dirais, ça suppose qu'on pense avant Socrate. Les dates, elles sont extrêmement précises. Vous avez une naissance en 469 pour Socrate, une mort en 399. On reviendra sur les détails. Vous connaissez plus ou moins l'histoire de la ciguë, de la condamnation de la démocratie athénienne, qui suppose que Socrate étant un méchant garçon, il faut l'inviter à se suicider. Donc 399, date importante dans l'histoire de la philosophie et de la philosophie antique. On n'a pas résolu le problème de la pensée présocratique. Est-ce qu'on est présocratique quand on pense avant la naissance de Platon, de Socrate, pardon, avant sa naissance, avant son décès ou avant son acmé, c'est-à-dire le moment où véritablement la pensée est à sa pleine puissance. En ce qui concerne Socrate, c'est 430, l'acmé. On n'a pas résolu véritablement ces problèmes-là. Pour les dates, c'est assez imprécis, mais ce qu'on sait, c'est qu'il est né en 460, Démocrite, vers 460, et qu'il est décédé vers 356. C'est jamais très précis, ces choses-là, vous le savez bien, mais si on compare les dates, on s'aperçoit que Démocrite est plus jeune que Socrate, et qu'il lui survit entre 30 et 40 ans. Ça fait quand même un étrange présocratique, je dirais. Alors, pourquoi est-ce que dans ce fort volume, qui est le volume de Pléiade des présocratiques, Jean-Paul Dumont lui-même, qui fait l'édition, signale cette histoire de date et avalise tout de même cette falsification. C'est une falsification, il le dit, il le sait, on le voit et on le constate, et en même temps, il suppose qu'on peut continuer à faire de Démocrite un présocratique, et on a une espèce d'immense fourre-tout dans lequel on a Pythagore, des pythagoriciens, Démocrite, des matérialistes, des sophistes, qui sont eux aussi, on le verra, des contemporains de Socrate, et tout ce monde-là fonctionnerait comme des présocratiques. C'est assez singulier parce que le présocratique renvoie à un modèle qui est singulièrement le modèle christique, avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ, comme si d'une certaine manière Socrate fonctionnait comme un messie de l'histoire de la philosophie, avant lequel rien n'existait véritablement et après lequel tout existe réellement. Je pense que la falsification suppose des intérêts, en l'occurrence la suppression des individualités. Les présocratiques sont d'abord des individus. Il y a une cohérence, on verra, je vais vous dire en quoi on peut la dire, cette cohérence, mais il y a d'abord des individualités singulières. Et il n'y a pas de meilleure façon, je dirais, de détruire des individualités ou des singularités
que de les intégrer dans un grand mouvement dont on dit, voilà, ce sont les présocratiques. Puis on verra par ailleurs la mauvaise réputation des présocratiques sur le terrain philosophique. Ils pensent à peine, ils pensent peu ou ils pensent pas, enfin, on va revenir là-dessus. L'escamotage, d'une certaine manière, empêche le débat. On ne peut pas, évidemment, aller chercher précisément la pensée d'un philosophe si on considère qu'elle est à peine pensée, qu'elle est à peine philosophique et qu'elle est indigne de considération. Je dirais ce gros volume de Jean-Paul Dumont n'aborde pas la question et se contente de reprendre ce que Diels et Krantz, dont je vous avais déjà parlé, qui ont fabriqué l'édition des présocratiques, ont proposé comme relevant du corpus présocratique. Il y a des présocratiques, ils existent, et encore aujourd'hui, même si les dates font la démonstration du contraire, on enseigne à l'université que les présocratiques, ce sont aussi bien Pythagore que Démocrite, qui sont par exemple deux entités absolument antinomiques. Je vous avais déjà parlé de l'écriture platonicienne de l'histoire de la philosophie, en vous disant qu'elle était quand même assez patente. Eh bien, on a un exemple ici, avec cette idée, avec ce concept de présocratique mal utilisé. On a exactement la même chose avec Socrate. Le pré de présocratique et le Socrate de socratique sont aussi deux termes qui posent problème. Qui c'est ce Socrate très précisément? On n'en sait pas grand-chose. On sait que c'est souvent le Socrate de Platon qu'on nous présente et qu'on nous propose, un peu celui de Xénophon, vaguement celui d'Aristophane, et il nous reste très peu de choses du Socrate historique. Certains sont même allés jusqu'à dire qu'il n'existait pas, ce Socrate. Que signifierait cette pensée présocratique? Que signifierait ce Socrate? Ce serait quoi ce type de philosophe à proprement parler? Moi, je souhaiterais déplatoniser, comme vous le savez, l'histoire de la philosophie. Il faudrait déplatoniser le concept de présocratique aussi, et d'une certaine manière considérer que Deleuze parlait du personnage conceptuel, eh bien parlons de Socrate comme personnage conceptuel. Il est plus un personnage conceptuel de Platon qu'une réalité historique. Et pourtant, cette réalité historique, si on tâche de la reconstruire, elle donne l'impression que, avec Diogène, avec Aristippe de Cyrène, Diogène de Sinope, Aristippe de Cyrène et puis Socrate lui-même, on aurait une espèce de triangle subversif qui proposerait la pensée comme une subversion, comme l'occasion d'une subversion. C'est peut-être ça qui ferait la spécificité de Socrate. Alors à ce moment-là, on peut effectivement imaginer qu'avant Socrate, la pensée ne se propose pas ça. Elle n'est pas dans une logique de subversion. Comment font les philosophes, je dirais les philosophes ou les historiens de la philosophie, pour discréditer ou disqualifier la pensée présocratique? Eh bien, soit ils la minimisent, c'est pas bien compliqué, ça ne compte pour rien. La philosophie présocratique, trop vague, c'est trop général, c'est trop flou. Elle est ridiculisée, c'est pas sérieux. Négligée, ça ne sert à rien. Caricaturée, c'est pitoyable. Ou oubliée, ça n'existe pas. C'est toujours comme ça, finalement. Chercher toutes les attitudes qu'on propose à l'endroit des présocratiques, sauf ceux qui travaillent sur cette question, bien évidemment, mais qui ne travaillent jamais sur les présocratiques, mais sur un présocratique. La plupart du temps, tous ces arguments-là, on minimise, on ridiculise, on néglige, on caricature ou on oublie. Et c'est la meilleure façon de laisser de côté un corpus qui pourtant est essentiel et fonctionne sur à peu près deux siècles et demi, à peu près, de Pythagore, je dirais, jusqu'aux derniers présocratiques qui sont des contemporains, voire des gens qui survivent à Socrate une trentaine d'années. Eh bien, il se passe suffisamment de temps pour qu'on puisse considérer que le continent ne suffit pas à lui seul et qu'on devrait plutôt aller voir du côté des individualités. Si cette philosophie présocratique n'existe pas comme les platoniciens le laissent croire, on peut tout de même dire qu'elle existe d'une certaine manière. C'est quoi la spécificité de la pensée présocratique? Puisqu'on laisse de côté les individualités, est-ce qu'on peut tout de même, malgré les précautions d'usage et les précautions d'emploi sur ce terme, est-ce qu'on peut considérer tout de même qu'il y a un corpus ou une cohérence? Je pense qu'il faut d'abord dépasser un certain nombre de lieux communs qui supposent, par exemple, qu'on ne pense pas avant Socrate. Il ne s'agit pas de penser. Ça, d'ailleurs, c'est une espèce d'idée qui procède de la lecture qu'Heidegger fait des présocratiques sur la logique de l'Allemagne, sur la logique de la Grèce. En fait, il faudrait parler grec, il faudrait parler allemand pour faire de la philosophie. Il faudrait ne pas être un présocratique au sens de Démocrite pour être philosophe, mais l'être au sens plutôt de Parménide. Il n'y aurait pas de pensée, il n'y aurait pas de philosophie à proprement parler parce qu'il y aurait de la poésie. On considérerait que le philosophe, il n'est pas philosophe quand il s'exprime dans des médias, au sens premier du terme, c'est-à-dire dans des véhicules qui sont par exemple la poésie. Si vous prenez Aristote, il écrit pas Aristote, mais Empédocle, il écrit un immense poème et il dit sa philosophie, il dit sa pensée, il tient des propos d'ontologie, de métaphysique, etc., mais en écrivant des vers. On imagine mal, par exemple,
L'être et le néant de Jean-Paul Sartre écrit en alexandrin. Pourtant, il pourrait essayer, mais ça se faisait à cette époque-là, ça s'est fait un peu plus tard. Lucrèce, sur lequel on reviendra, écrit aussi en vers, et considère que le mode poétique peut être un mode philosophique. Il y a beaucoup de poésie chez les présocratiques, et on considère que les philosophes sérieux et dignes de ce nom, les historiens de la philosophie, considèrent que si on utilise le véhicule poétique, on ne peut sûrement pas être profond sur le terrain philosophique. Donc trop de poésie, trop de lyrisme pour que ce soit véritablement sérieux. On considère également, et c'est un deuxième lieu commun contre lequel il faut lutter, que la raison n'est pas née avant Socrate. C'est assez drôle cette idée que répètent les enseignants, je ne sais pas si on le répète encore aujourd'hui, mais je me souviens quand j'ai fait mes études à l'université, on considérait qu'il y avait une espèce de naissance de la raison. Il n'y avait pas de raison, puis un jour elle arrivait. Une espèce de miracle grec comme ça, qui aurait supposé qu'on aurait eu des gens qui préparaient la raison, bien sûr, Homère et quelques autres, les tragédiens, Échille et Sophocle, mais c'est pas encore la raison, quoi. Il y a une grandeur de la raison, une grande heure, aux deux sens du terme, je veux dire, et une grandeur, et c'est plutôt Périclès, le siècle de Périclès, et on aurait des explications qui nous seraient données. François Châtelet nous en a fait une démonstration. La raison, c'est 5e siècle avant Jésus-Christ. Avant, il n'y a pas de raison. Il y aurait une pensée magique, pensée mythologique, une pensée dans laquelle on verrait beaucoup de fables, des histoires, en fait, d'une certaine manière, mais la raison ne serait pas là, pas encore. Ce que je ne crois pas. On va revenir là-dessus, mais il y a une raison présocratique. On considère d'une manière aussi fautive, à mon avis, que les présocratiques sont des préphilosophes, presque une façon de considérer avec ces préfixes que la raison n'étant pas encore née, la philosophie n'est pas née non plus, et qu'il faut attendre qu'il y aura un âge d'or de la philosophie. Ça permettait d'ailleurs, à l'époque où on faisait des lectures plutôt marxistes, de considérer que le mode de production de l'époque athénienne rendait possible, avec la démocratie, la raison qui ne pouvait être qu'un produit de la démocratie. Ce qui est une fiction aussi. Il y a de la raison, ça n'est pas la raison habituelle, ça n'est pas la raison que l'Occident a considérée comme telle. On n'a pas besoin d'attendre la démocratie, qui est d'ailleurs une fiction aussi, mais de la démocratie athénienne, le siècle de Périclès, pour considérer que la raison arrive et qu'elle apparaît tout entière vêtue. Je pense que quand on est allé au-delà de ces lieux communs, on peut affirmer quelques lignes de force qui nous permettent de voir à quoi ressemble la pensée présocratique. D'abord, ce sont des penseurs qui réfléchissent en dehors du dualisme occidental. Vous allez me dire, il n'est pas inventé, donc ce ne sont pas des gens qui le critiquent ou qui le dépassent ou qui le récusent. Simplement, ils ne pensent pas en termes de corps et d'esprit, par exemple. Ils ne pensent pas sur le terrain des oppositions entre le bien et le mal, par exemple. Il y a très peu, d'ailleurs, de philosophie morale, voire pratiquement pas. Il n'y a pratiquement pas de philosophie morale chez les présocratiques au sens premier du terme, c'est-à-dire ceux qui sont vraiment antérieurs à Socrate. Chez Parménide ou chez Héraclite, il n'y a pas de considération éthique, pas de considération politique. Un ou deux fragments qui peuvent laisser croire une position aristocratique, une position élitiste, une position qui ne serait pas une position de démocrate au sens grec du terme, mais vraiment très peu de propositions éthiques. Par ailleurs, ce sont les présocratiques des individus qui pensent le monde dans sa totalité. C'est-à-dire qu'il n'est pas question pour les présocratiques d'avoir des savoirs spécialisés, de travailler sur des questions infimes. Ce sont des gens pour lesquels le monde tout entier est l'objet philosophique. Ce sont des individus qui n'excluent rien de leur système de recherche. Terence dira un petit peu plus tard, je suis homme et rien de ce qui est humain ne m'est étranger. D'une certaine manière, on peut imaginer que ça aurait pu être aussi la formule des présocratiques. À l'époque, on fait aussi bien de la météorologie que de l'astronomie, des mathématiques, de la poésie, de la géographie. On considère les pierres, on propose des réflexions sur le système de réflexion d'une cité. On a des propositions d'architecture. Enfin, le philosophe n'est pas un individu qui travaille sur un terrain spécialisé. C'est un individu qui propose une vision du monde absolument cohérente et qui ne laisse rien de côté. Ce sont aussi, et c'est peut-être ça qui est le plus important, je dirais cette idée qu'il n'y aurait pas de pensée chez les présocratiques, qu'il n'y aurait qu'une pré-pensée ou une pré-philosophie, je dirais il y a quand même une recherche de causalité rationnelle, c'est-à-dire que loin des options qu'on trouve chez Homère ou chez Hésiode, qui sont les premiers textes qui nous proposent véritablement la mythologie que nous savons, loin de ces textes-là, on ne va pas chercher des dieux qui se fâchent ou des dieux qui se vengent. On ne va pas chercher des décisions de divinité un peu singulières pour expliquer la foudre ou pour expliquer une éruption volcanique. Les présocratiques s'intéressent à ces questions-là et vont chercher des causalités raisonnables, rationnelles,
qui peuvent donner l'impression que on a, aussi bien chez les présocratiques, chez tous les présocratiques, aussi bien la naissance de la géographie que la naissance de l'histoire, que la naissance de la météorologie, enfin de toutes ces disciplines, et sur le terrain de la causalité la plus absolue. On cherche à savoir pourquoi, quand on est philosophe présocratique, pourquoi il y a des éruptions volcaniques, comment ça marche, d'où ça vient, et on ne considère pas que c'est Vulcain qui est en train de frapper une enclume monstrueuse et qui fait un boucan d'enfer, et on laisse ces causalités-là, ces causalités magiques, pour aller du côté des causalités rationnelles. Et puis, je dirais, spécificité aussi singulière des présocratiques, il y a le désir de réduire le divers à un seul, un concept, à quelque chose, je dirais, qui soit à même de rendre compte de la totalité dans sa diversité. C'est-à-dire que vous avez le monde, il est complexe, il est multiple, il est vaste. Eh bien, les présocratiques tâchent de faire de telle sorte qu'on puisse réduire cette diversité et cette totalité à une unité. Très souvent, ce sont des éléments, ce sont les éléments de la nature, je dirais. C'est aussi bien, c'est l'eau, c'est la terre, c'est le feu, mais ça peut être aussi le chiffre, le nombre. Je songe à Pythagore, qui considère que toute réalité se réduit au chiffre, à une combinaison de nombres. Ça peut être l'Inde de Parménide aussi, et ça n'est pas bien loin, d'une certaine manière, de l'idée de Platon, à quoi Platon réduit aussi la totalité. La diversité, selon Platon, elle se réduit à l'idée. Eh bien, chez les philosophes présocratiques, on a très exactement la même chose. Chez tel ou tel, il s'agit de réduire la totalité du réel au feu, à l'eau, à l'air, aux chiffres, etc. Donc, il y a quand même une causalité, une philosophie, une pensée digne de ce nom. Sur cette question du présocratique, je pense que vous voyez qu'il y a donc des vrais penseurs qui ne sont pas des contemporains de Socrate et qui ont une pensée digne de ce nom. Je propose avec vous qu'on cesse de nommer présocratiques des individus qui mériteraient qu'on les qualifie singulièrement et subjectivement. Je pense qu'on pourrait plus facilement et plus précisément recourir non pas au terme vaste et vague qui permet de diluer les individualités, mais à la provenance géographique. On sait que les philosophes sont dits de tel ou tel endroit, d'Élée, de Citium, de Milet ou d'Abdère. Enfin, on dit à l'époque que le philosophe vient d'un endroit en particulier. Eh bien, Démocrite d'Abdère, par exemple, ou le Cyple de Milet, on pourrait les dire des Abdéritains ou des Milésiens. Et ce n'est pas une proposition inventée, hein, on le dit de manière assez récurrente et régulière, mais je propose qu'on préfère cette expression pour qualifier des pensées communes, même si le Cyple, par exemple, peut être dit un abdéritain bien qu'étant de Milet. On a d'ailleurs dit qu'il était milésien, qu'il était de Milet, qu'il était d'Abdère, qu'on n'était pas très sûr. Quand je vous en ai parlé la semaine dernière, j'ai souhaité confronter toutes les options possibles et imaginables pour savoir de quel lieu il était véritablement. On penche plus précisément pour Milet que pour Abdère. Il se fait qu'on peut dire de Leucippe de Milet qu'il est tout de même un abdéritain. Donc on considérera sur Leucippe, sur Démocrite, les 3 séances qu'on y consacrera, qu'il y a un matérialisme qu'on pourra dire abdéritain. On dira d'un matérialisme abdéritain qu'il existe en tant que tel, et ça permettra d'aller au-delà de la catégorie de philosophes présocratiques. Alors cette parenthèse étant faite pour voir comment ce présocratique n'en est pas un, comment pourtant des présocratiques existent et quels ils sont, on peut avancer un petit peu sur la connaissance de Démocrite lui-même. Et je voudrais commencer ce portrait de Démocrite avec une anecdote qui m'a semblé extrêmement intéressante et que je n'ai jamais entendue à l'université quand il a été question de Platon. Platon a désiré un jour mettre le feu à la totalité des livres de Démocrite. Ça n'est pas rien. On sait que dans la République de Platon, Platon fait savoir qu'il n'aime guère les poètes, qu'il a bien envie de les faire sortir de la cité, et qu'il n'aime pas beaucoup les individus qui ne marchent pas droit, c'est-à-dire qui ne sont pas platoniciens d'une certaine manière, on le dirait un peu rapidement comme ça. Je n'avais jamais retenu cette anecdote qui nous est rapportée très précisément, je dirais, et qui nous fait savoir qu'effectivement un jour Platon s'est débrouillé pour savoir si on ne pouvait pas réunir l'ensemble des œuvres de Démocrite et y mettre le feu. C'est assez singulier parce que cette anecdote, elle inaugure la naissance d'un couple. Je disais tout à l'heure que Deleuze parlait de personnages conceptuels en parlant pas précisément de Socrate, mais qu'on pouvait utiliser cette expression pour qualifier Socrate. On pourrait aussi imaginer que 2 personnages conceptuels existent,
Platon et Démocrite, et que ces deux-là fabriquent un couple qui pourrait aussi être un personnage conceptuel. Et ce sont deux individualités qui, d'une certaine manière, synthétisent deux manières d'être qui sont contradictoires, qui sont opposées, qui s'opposent et qui fabriquent les deux lignes dont je vous ai déjà parlé, c'est-à-dire la ligne de la tradition de l'idéal ascétique et la ligne de la tradition de l'idéal hédoniste. L'idéalisme de Platon est connu, on reviendra quand on parlera du Philèbe et de ce que Platon fait dire du plaisir chez Philèbe ou par Philèbe. Il n'empêche que la théorie idéaliste de Platon, et c'est ce qu'on retient le plus directement, cette idée platonicienne, donc que le réel n'existe qu'en fonction de l'idée auquel il renvoie. Ce que vous voyez, ce qui vous apparaît, ce qui sensuellement et sensitivement vous apparaît, c'est rien, ça n'est pas très important. Ce qui est essentiel, c'est l'idée dont ce réel-là procède. Il y a un renvoi perpétuel du réel à l'idée qui fait que Platon préfère évidemment l'idée au réel. L'idée est pure, le réel est impur. Démocrite, lui, pour sa part, n'est pas idéaliste, il est absolument matérialiste. On a vu avec la physique épicurienne, elle sera épicurienne aussi, de Leucippe, comment, avec des atomes, du vide et des mouvements, vous aviez une réduction de tout réel à de la matière. Eh bien, vous avez un couple là qui fonctionne très bien, idéalisme, matérialisme. Démocrite et Platon étant opposés sur ce terrain-là, comme sur d'autres, je dirais. Le monisme et le dualisme. Le monisme suppose qu'il n'existe qu'une seule réalité, que la totalité du réel se réduit à une réalité. Le dualisme renvoyant à une double réalité. Il est bien évident que le dualisme de Platon renvoie à l'idée et à la réalité, à l'intelligible et au sensible. Eh bien, chez Démocrite, il n'y a qu'une seule réalité, c'est la matière. Donc, le monisme de Démocrite opposé au dualisme. L'atomisme, bien sûr, cette idée que il n'y aurait que de la matière et rien d'autre en dehors de la matière, donc pas d'arrière-monde possible. Vous avez vu l'autre fois ce que ça induisait comme option théologique, voire comme option éthique, cette physique atomiste. Elle s'oppose au spiritualisme de Platon, cette idée platonicienne récurrente et qu'on retrouve en permanence. Et puis, on reviendra là-dessus la fois prochaine quand on parlera de l'hédonisme de Démocrite. Un Démocrite qui est hédoniste et puis un Platon qui nous fait l'éloge du contraire, c'est-à-dire de l'idéal ascétique, haine du corps, haine de la passion, de la pulsion, de l'instinct, etc. Donc ce couple, il est assez singulier et il se manifeste de manière assez singulière aussi. Il y a presque toujours, dans l'histoire des idées, on pourrait le faire comme ça sur l'ensemble des siècles et y jouer, une opposition entre deux philosophes qui représentent chacun une tradition. On évitera les vivants pour éviter de blesser qui que ce soit, mais ça existe encore, cette opposition entre les philosophes, et on restera au dernier couple célèbre de mort, ou de mort célèbre, Sartre et Aron, avec deux façons d'envisager de manière complètement différente la philosophie, et une espèce de frères ennemis, comme ça, un couple singulier dans l'histoire de la philosophie. D'une certaine manière, Démocrite et Platon inaugurent ce personnage conceptuel qu'est le couple de philosophes. Alors revenons à cette histoire qu'Aristoxène rapporte, cette histoire de Démocrite détestée par Platon au point qu'il envisage un bûcher. Deux philosophes pythagoriciens. Les pythagoriciens seraient plutôt proches de Platon sur les options métaphysiques essentielles, mais ce sont deux philosophes pythagoriciens, Amiclas et Clinas, qui considèrent qu'il ne faut pas faire ça, que d'abord ça n'est pas faisable, et puis que ça n'est pas sérieux. Ça n'est pas sérieux pour un philosophe de pratiquer un autodafé, et puis on le verra un petit peu tout à l'heure en allant un peu plus loin dans le portrait de Démocrite. Démocrite est quelqu'un d'extrêmement célèbre. On en parle beaucoup à l'époque, il a écrit 70 livres, il a une réputation extraordinaire. Et les philosophes pythagoriciens qui évoluent dans l'entourage de Platon lui disent on n'y parviendrait pas. Et ça n'est pas utile de faire quelque chose qu'on ne parviendra pas à faire. Et puis peut-être que c'est pire d'attirer l'attention sur Démocrite en fabriquant un bûcher et un autodafé. Il vaut peut-être mieux faire comme s'il n'existait pas. C'est ce que fait Platon. Je parle pour le coup d'un autodafé symbolique, c'est-à-dire que dans la totalité des œuvres de Platon dont nous disposons aujourd'hui, le nom de Démocrite n'apparaît pas une seule fois. Silence absolu, façon philosophique de tuer un philosophe, vous ne le citez pas, il n'existe pas. Dorénavant, il ne le cite pas, il ne cite pas ses thèses non plus, c'est-à-dire que le matérialisme, comme il est constitué, et à l'époque Platon disposait des volumes, je disais le grand système du monde, qui est le grand livre de Démocrite, c'est un ouvrage que Platon connaissait, il avait sûrement entendu des lectures, on lui avait sûrement apporté le contenu, il y avait des thèses, eh bien Platon n'a même jamais pris son temps pour attaquer ces thèses-là et pour les critiquer, c'est-à-dire d'une certaine manière leur donner sa dignité.
leur dignité. Je fais une petite parenthèse pour dire d'ailleurs on verra avec Aristippe de Cyrène, mais certains disent qu'Aristippe de Cyrène le jeune et le vieux pose problème et que Aristippe le premier n'a pas existé ou du moins n'a pas fabriqué l'hédonisme parce qu'il n'est pas cité chez Platon et que s'il avait été un contemporain de Platon, eh bien Platon en aurait parlé, la preuve est faite que Platon ne parle pas de quelqu'un qui a bien existé, Démocrite, simplement parce qu'il était matérialiste et hédoniste, tout comme Aristippe de Cyrène n'est pas cité parce qu'il était purement hédoniste. C'est-à-dire c'est une habitude de Platon de ne pas citer les gens qu'il aurait pu critiquer, aussi bien les cyniques, je pense à Antisthène ou à Diogène, qui n'apparaissent pas non plus et qui ne sont pas critiqués à proprement parler. Le personnage, à l'époque, on imagine mal ce que ça peut signifier, être connu à l'époque, être considéré comme un philosophe extrêmement important, mais la lecture que Démocrite avait faite de ce livre, le grand système du monde, lui avait valu une réputation considérable. Vous savez que les cités athéniennes, en plus de ça, les cités grecques, je veux dire, communiquent assez volontiers et que les cités sont toutes petites. Athènes, c'est vraiment un quasi-village, donc les réputations sont faciles à faire, elles sont faciles d'accès, je dirais. Cette autodafé qui n'a pas eu lieu réellement et qui a eu lieu symboliquement est assez singulier parce que quand on aborde aujourd'hui le corpus des présocratiques, on s'aperçoit que Démocrite c'est 20% de la totalité du corpus d'aujourd'hui, de ce qui nous reste. C'est-à-dire vous prenez le volume de Pléiade des présocratiques, eh bien Démocrite représente 20% du volume, ce qui est considérable. À titre de comparaison, je dirais Héraclite 6% et Parménide 3%. C'est quand même assez singulier. Vous me direz l'importance ne fait rien à l'affaire, c'est pas la quantité qui importe. Il n'empêche que quand vous cherchez les bibliographies, que vous travaillez sur les bibliographies des présocratiques, ce qui a été écrit sur Parménide et sur Héraclite est considérable, et ce qui a été écrit sur Démocrite, c'est nul ou égal à zéro. Un très beau livre de Jean Salem qui a été consacré à Démocrite, c'est le seul qui existe sur ce sujet. La bibliographie est absolument nulle. Presque, vous avez les fragments de Démocrite, ce petit livre-là, Démocrite, l'atomisme ancien, fragments et témoignages, c'est une édition qui a été faite en 28 par Solovine, on n'est jamais revenu là-dessus. Elle a été faite dans des mauvaises intentions, je dirais, enfin on était dans des logiques communistes à l'époque où il s'agissait de présenter les philosophes qui, en tant que matérialistes, auraient fabriqué la pensée marxiste ou socialiste. Vous ne savez pas, mais je dirais, Marx, par exemple, a fait sa thèse sur la différence de la philosophie de la nature chez Démocrite et Épicure, et on considérait donc, puisque Marx a pris position pour ces philosophes-là, qu'il y avait des grands ancêtres au socialisme, donc on a fait de Démocrite un ancêtre du socialisme, et voilà les raisons qui ont fait qu'on a pu l'éditer, le travailler quelque temps et quelque peu, mais pour de mauvaises raisons, je dirais. La bibliographie, quasiment égale à zéro. Qui est donc le personnage? On va revenir sur l'individu pour voir un petit peu à quoi il ressemble et on verra un petit peu plus tard le contenu de sa philosophie. Donc il est avéré qu'il est natif d'Abdère et que Abdère est une ville qui se trouve en Thrace, c'est-à-dire nord-est de la Grèce aujourd'hui. C'est une région dans laquelle on considère les individus, enfin les Athéniens considèrent que les Thraces sont des gens un peu moyens, épais, pas très fins, pas très malins. Il y a une petite anecdote d'ailleurs qu'on rapporte avec Thalès et sa fameuse servante Thrace. Elle se moquait, alors on dirait la bonne espagnole aujourd'hui. Elle voyait Thalès la tête dans les nuages, regardant les étoiles et essayant de comprendre le cours du monde et ne voyant pas un puits sous ses pieds et tombant dans le puits. Alors évidemment, la servante Thrace rit de voir un philosophe capable de délirer sur le ciel, mais incapable d'être en rapport avec le monde réel. C'est une anecdote qui a beaucoup servi pour, on trouve ça chez Montaigne, mais chez d'autres aussi, pour fustiger et discréditer le philosophe qui ne serait pas capable d'entretenir un rapport au monde et qui serait sans cesse dans le ciel des idées et qui ne serait pas capable de voir où il met les pieds et où il marche. Donc, Démocrite d'Abdère, c'est probable, c'est possible, la chose est dite, mais on pourrait aussi voir dans cette origine géographique peut-être une ironie, mais c'est une hypothèse que je formule comme ça en l'air, peut-être une ironie qui permettrait de le placer dans un endroit reculé. Ça n'est pas un Athénien, c'est-à-dire un malin, un finaud, c'est comme si on vous présentait aujourd'hui un philosophe normand, quoi, ça n'aurait pas de sens. Faut être parisien pour être philosophe. Donc il était Thrace. On prétend que le père avait beaucoup d'argent
et qu'il avait fait fortune, il avait amassé beaucoup d'argent, et que quand il est mort, eh bien Démocrite en a profité pour s'arranger avec ses 3 frères et récupérer une bonne part d'argent qui lui a permis de beaucoup voyager et d'épuiser la somme dans un voyage. C'est important le voyage à l'époque. J'ai déjà eu l'occasion d'en dire 2 mots, mais le voyage ne se fait pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on part d'un point pour aller à un autre, et ce qui est important, c'est d'aller le plus vite possible dans le point qu'on a choisi. On ne voyage plus d'une certaine manière. On grimpe dans un avion à Paris, et puis on se retrouve n'importe où au bout du monde, et il ne s'est rien passé pendant le voyage. On a mangé des plateaux repas infects, on a changé l'heure de sa montre, on a regardé sa voisine, mais on n'a pas voyagé, ou son voisin. On n'a pas voyagé à proprement parler. Le voyage, c'est pas le fait de passer d'un endroit à l'autre, c'est ce qui se passe entre les 2 points que vous réunissez. Et à l'époque, les voyages prennent un temps considérable. Ils sont dangereux en plus. Les avions pas, théoriquement. Les bateaux sont mal calfatés, on voyage en allant le long des côtes, on fait du cabotage pour être bien sûr que si une vague prend de travers et qu'on est sur un tas de planches, eh bien on essaie de récupérer la côte, et puis on a sauvé sa peau, mais on n'a pas des grands nageurs, on n'a pas des bons bateaux, enfin le voyage à l'époque est périlleux. Il est long, parce qu'on voyage avec des bateaux de commerce, mais en même temps, il est l'occasion de rencontrer des individus, c'est-à-dire les brassages idéologiques se font à l'occasion de ces voyages-là. Et le voyage de Démocrite le conduit, dit-on, jusqu'en Inde, puisqu'on parle de ces fameux gymnosophistes, sur lesquels il ne subsiste rien du tout. On ne sait pas ce qu'étaient ces philosophes gymnosophistes. L'étymologie laisse croire qu'ils enfin pas précisément l'étymologie, mais on fait croire que c'était des philosophes nus, qui enseignaient nus. Ça a permis à certains de dire que peut-être il y avait là des yogis, et qu'il faut voir dans le gymnosophiste indien un philosophe qui pratiquerait le yoga et enseignerait l'idéal ascétique tel qu'il est pratiqué dans la tradition indienne. On n'est pas très sûr de ces choses-là, aucun travail n'existe sur ce sujet-là, mais il rencontre des gymnosophistes. Sur son passage, il rencontre aussi des mages chaldéens. Les Chaldéens sont géographiquement, c'est ce qui correspond un peu à la Mésopotamie, à l'Irak, si vous voulez, d'aujourd'hui. Où il rencontre des théologiens et des astronomes qui lui apprennent les savoirs de cette époque-là, prêtre égyptien également pour la géométrie, et il fait une espèce de mélange de toutes ces pensées qu'il assimile superbement, du moins on l'imagine, parce qu'il ne nous reste pas grand-chose malgré les 20% du corpus présocratique. Il fait un mélange extraordinaire qui nous permet d'assister à la première pensée matérialiste constituée comme telle. Il faut aller voir du côté des travaux sur la géographie, c'est-à-dire que quand vous lisez les fragments qui nous restent de Démocrite, il y a bien évidemment des fragments sur tous les sujets, sur toutes les questions. Certains se rappellent, se recitent, se renvoient l'un à l'autre, mais quand on prélève la part spécifiquement atomiste, il reste assez peu de choses. Donc il faut considérer que tous ces acquis, chez les Chaldéens, chez les Égyptiens, chez les Indiens et aux côtés des gymnosophistes, toutes ces pensées-là ont permis la synthèse qui s'est faite vraisemblablement pendant ce long voyage. Petit trait de caractère, on le présente aussi comme un philosophe désintéressé, ce qui n'est pas rien. On verra avec les sophistes les platoniciens ont tâché de discréditer les sophistes en faisant des philosophes intéressés, en l'occurrence par l'argent, parce que petite anecdote, et on verra aussi comment l'anecdote est extrêmement porteuse de sens et extrêmement riche en contenu philosophique à l'époque. Alors, elles ne sont pas toujours vraies, on n'en sait rien, de toute façon on n'a pas les moyens de vérifier que ça a eu lieu, mais elles ont une autre vérité qui est la vérité de la synthèse et de la concision de l'option philosophique du personnage. Que dit cette anecdote? Que Démocrite avait spéculé sur du blé, sur des grains, et qu'il avait gagné une somme considérable et qu'il a renoncé à sa plus-value. C'est quand même assez extraordinaire, vous imaginez aujourd'hui, des gens qui seraient capables de montrer leur intelligence et leur sagacité, mais une intelligence supérieure encore, en renonçant à l'argent qu'ils feraient après avoir spéculé intelligemment. Donc évidemment, ça vous fait une réputation de refuser l'argent, après quoi tout le monde court, quand vous montrez que votre sagacité et votre intelligence vous rend possible des fortunes facilement accessibles. On dit en même temps qu'il avait un goût pour la vie contemplative, ce qui est assez singulier, cette espèce de
cette espèce de portrait dans lequel on voit un individu qui voyage, qui rencontre des mages, qui rencontre des gens qui font du commerce, qui est capable de spéculer, qui considère aussi bien les volcans que la constitution des pierres, et on le présente presque un genre d'Heidegger avant l'heure, dans sa petite maison au fond de son jardin, travaillant, méditant, écrivant, et capable de se retirer du monde. On voit une espèce de portrait qui se dessine comme ça du philosophe, et c'est un portrait qui va fonctionner pour beaucoup. On verra que nombre des qualités qui sont données pour le philosophe peuvent aller pour tel philosophe, peuvent aller pour tel autre, et encore un autre. Il se dessine un portrait comme si on pouvait faire se superposer tous les portraits et obtenir le portrait du philosophe. Il est la plupart du temps un personnage qui est nomade, circule, même quand c'est Diogène, il circule partout dans la cité, il circule, il est capable de faire fortune, mais renonce à la fortune parce que cette fortune-là ne l'intéresse pas, et préfère essentiellement la vie contemplative. La petite maison, et puis le cimetière, où on le voit déambuler de temps en temps. L'image est quasiment romantique avant l'heure. Cette idée qu'on pourrait voir le philosophe de la matière et du matérialisme circuler dans un cimetière pour y chercher l'origine de quelques idées. Je vous disais tout à l'heure que sa réputation avait été immense. On va pas chercher d'équivalent aujourd'hui parce que ce serait une réputation. Non, on va pas chercher. Mais les lectures publiques de son grand système du monde lui avaient valu des voyages, des individus qui venaient le voir, qui venaient l'écouter. On fonctionnait comme ça à l'époque, la philosophie antique, c'est-à-dire que on se déplaçait pour aller voir un individu, l'écouter, l'entendre, assister à ses cours, et les disciples qui existaient pouvaient lire le livre qui existait. Le livre à l'époque, il existait pour ça. C'est pas fait pour la librairie dans laquelle on allait l'acheter, pour les prix littéraires de saison, mais il était fait pour permettre une mémoire, il était pour mémoire, et il permettait de transmettre des savoirs, et on a transmis le savoir démocritéen à l'époque avec la lecture du grand système du monde, qui lui a valu une réputation considérable. Il y avait cette habileté d'être dialectique, cette capacité à interpeller les individus, on verra comment il utilisait des anecdotes et l'ironie également, et puis les prédictions qu'il était capable de faire. Alors ça aussi, c'était un tour de force assez extraordinaire, parce que la prédiction, la plupart du temps, elle est faite par un prêtre à cette époque-là, qui se sert de la crédulité des gens qui sont à sa portée pour leur laisser croire un certain nombre de choses et récupérer bénéfices sonnants et trébuchants. À l'époque, les prédictions de Démocrite, elles sont faites pour démontrer les enchaînements de causalité. C'est-à-dire, Démocrite ne fait pas des prédictions pour montrer qu'il est capable de prédire l'avenir. Il montre ou de prédire tout court, il montre simplement que si on sait penser et réfléchir, si on sait mettre en perspective des causalités, alors on est capable de voir le fonctionnement du monde. Il y a d'une certaine manière, il y a quelque chose qui ressemble à la naissance de la dialectique chez Démocrite dans cette option-là, dans cette idée que si on sait bien voir, mettre en perspective, eh bien, on trouvera toujours des causes et des effets, et que ces agencements-là permettent de jouer d'une certaine manière sur un terrain ludique et de faire des prédictions. On a un livre de Philostrate qui s'appelle La vie d'Apollonios de Tyane, qui a beaucoup servi pour certains qui étaient libres penseurs au début du siècle, pour montrer qu'après tout, Apollonios de Tyane et Jésus, ça se ressemblait de manière assez singulière, et il y avait des prédictions qui étaient faites de cette manière-là, et Apollonios de Tyane disait par exemple qu'un chariot de blé allait arriver, et puis d'un seul coup le chariot de blé arrivait, et les gens disaient mais comment se fait-il, comment as-tu fait? Il disait mais je pourrais vous dire que je suis capable de lire dans l'avenir, j'ai simplement vu qu'avec le blé qui tombait, des oiseaux arrivaient en assez grand nombre pour savoir qu'un peu plus loin une charrette était en train d'approcher et qu'immanquablement elle allait venir par ici. Donc je pourrais exploiter votre crédulité, mais si je mets en perspective tous ces petits événements-là, eh bien je vais vous faire la démonstration qu'une causalité bien menée permet de s'affranchir du sacré des prêtres, des religieux et de tous ceux qui en veulent à votre liberté. Donc les prédictions de Démocrite avaient fait beaucoup pour sa réputation, au point, époque bénie, que pour les philosophes, au point qu'il y avait des statues de Démocrite dans la rue. Donc on trouvait parfois dans les carrefours des statues de Démocrite. Ce fait que quand vous allez aujourd'hui dans les musées, Musée national romain ou quelques autres, eh bien vous avez des statues attestées, des statues des bustes de Démocrite, qui font la démonstration que la cité était capable d'être assez reconnaissante à l'endroit du philosophe pour lui offrir des bustes, vous imaginez. Petit trait de caractère aussi pour ce fameux Démocrite, on le voit circulant, on le voit très peu parlant, et il est assez, semble-t-il, assez discret.
au point que, extrêmement célèbre, il se rend à Athènes, vraisemblablement d'Abdère à Athènes, pour écouter Socrate. Oui, pour un présocratique, hein. Mais il assiste à une des leçons, enfin c'est pas une leçon de Socrate, mais à une performance, on dirait, ou un happening de Socrate à Athènes. Il est célèbre, on connaît pas forcément sa tête, il peut passer à la télévision, donc il ne se fait pas connaître. Personne ne sait qui il est. Il assiste à ce happening socratique, et puis il rentre, sans faire savoir qui il est. Il ne fait pas savoir à Socrate qu'il est Démocrite, et on perd l'occasion, je dirais, d'un éventuel dialogue. On peut imaginer ce qu'aurait donné un dialogue entre ces deux individus-là, si l'un s'était fait reconnaître par l'autre. Petite anecdote aussi qui ajoute au portrait et qui laisse croire qu'on a affaire à un individu d'une extrême sagacité. Démocrite se trimballe dans le port d'Abdère et il voit un portefeuille qui a l'air assez malin dans son métier. Il l'achète, on peut le faire à l'époque, et le transforme en secrétaire. Il se fait que cet individu qui l'achète, c'est Protagoras d'Abdère, et qui sera d'une certaine manière le père de la philosophie sophistique, le père des sophistes. C'est une anecdote qui ne manque pas d'intérêt. Pas seulement parce qu'elle est vraisemblable ou parce qu'elle est vraie, mais parce qu'elle nous permet, au-delà de l'anecdote, vous voyez l'anecdote, on voit Démocrite dans le port, il voit un individu, cet individu est portefeuille, il l'achète, il devient son secrétaire et l'anecdote pourrait s'arrêter là. On découvre que il y a une filiation, vraisemblablement, entre le matérialisme abdéritain et la pensée sophistique. On reverra ça très précisément aussi, parce que les sophistes ont mauvaise presse, ont mauvaise réputation à cause de Platon, et ne devraient pas avoir mauvaise réputation, parce qu'ils sont porteurs d'un vrai corpus philosophique, et ce corpus entretient une relation assez singulière avec le matérialisme de Démocrite. Donc, au-delà des anecdotes, voyez qu'une filiation philosophique est tout à fait pensable et imaginable entre le matérialisme d'Abdère et puis la pensée sophistique. On dit également que sur la fin de son existence, il est devenu aveugle. Alors même chose, petite anecdote qui peut donner l'impression qu'après tout, on n'a pas grand-chose à faire. Cette anecdote est rapportée par Tertullien. Tertullien qui est un père de l'Église, 2e siècle après Jésus-Christ, qui n'est donc pas théoriquement en de bons termes avec Démocrite, et puis qui parle évidemment plusieurs siècles après. Et Tertullien raconte que Démocrite en avait marre de voir des femmes, des belles femmes, et de ne pas pouvoir les satisfaire. Et donc il a pris un bouclier et il a retourné, il s'est arrangé avec ce bouclier pour capter les rayons du soleil et pour se brûler les yeux. Il s'est rendu aveugle. Il se serait rendu aveugle pour ne plus pouvoir désirer les femmes. Alors, c'est tragique évidemment, mais ça paraît assez singulier et en même temps ça renseigne sur la théorie des simulacres dont nous avons déjà parlé, cette idée que les femmes désirables ce sont d'abord des simulacres de femmes désirables qui nous parviennent par le regard. Et il suffit donc de fermer les yeux pour ne plus voir les simulacres, sauf s'il y a beaucoup de parfums, si elles parlent, etc. Ça devient difficile d'éviter tous les simulacres, mais on peut imaginer que par cette anecdote, d'abord, on nous montre un Démocrite qui n'était pas insensible aux femmes, mais ensuite on nous fait savoir que le désir, c'est du simulacre, enfin ça passe par les simulacres, et que ce sont d'abord des particules détachées, souvenez-vous, ces fameuses particules détachées, qu'elles se détachent du corps des femmes et qu'elles vont exciter les narines de Démocrite. Je vous parlerai plus longuement du nez de Démocrite, parce que c'est important. On parlera des petits pains, on parlera des odeurs de vierge. Je vous ai déjà dit que je vous entretiendrai des odeurs de vierge, mais finalement, je souhaitais un petit portrait avant qu'on en arrive à ça. Il se fait que l'anecdote donnée par Tertullien, elle est une critique chrétienne, je dirais, de la théorie des simulacres telle qu'elle fonctionne chez les abdéritains et chez les matérialistes. Le désir, c'est d'abord de la circulation atomique. C'est réductible à des atomes, à une danse atomique. Ce sont des atomes qui circulent et qui font que nous désirons, ou que nous ne désirons pas, pour les raisons que vous imaginez. C'est-à-dire que les images qui se détachent et qui fonctionnent comme des simulacres, elles concernent le philosophe, et le philosophe qui est vieux, Démocrite en l'occurrence, parce que c'est un âge tardif qu'il pratique de la sorte, est un philosophe qui théoriquement ne peut plus répondre au désir. Il n'a plus l'âge, c'est andropause, et voire plus. Et il se fait que l'anecdote est rapportée, elle est assez cohérente dans la logique philosophique, mais assez peu dans
dans le contexte. Il y en aura une dernière sur laquelle je terminerai, mais qui sont des anecdotes qui laissent croire qu'elles renseignent plus sur ceux qui les fabriquent que sur ceux qui en sont l'objet ou qui en font l'objet. C'est-à-dire que ça renseigne moins sur le rapport de Démocrite au désir que sur l'idée que Tertullien se fait du rapport d'un philosophe au désir et au simulacre. On peut aussi imaginer qu'il y a dans une anecdote comme celle-ci quelque chose qui a à voir avec l'augmentation de l'acuité intellectuelle. On a ça, se rendre borgne ou aveugle pour mieux voir intérieurement, c'est une vieille idée pour les wagnériens. Vous avez également ça chez un personnage de Wagner. On se rend aveugle parce que, ou borgne pour le coup de chez Wagner, mais on se rend aveugle parce que en supprimant les parasites, c'est-à-dire l'ensemble des simulacres susceptibles de parasiter notre perception, eh bien, on se concentre sur l'intérieur. On fait fonctionner d'une certaine manière l'intelligence d'une manière plus évidente et plus efficace. On évite le parasitage. Il y a aussi un trait de caractère de Démocrite et qui est l'ironie. C'est une tradition assez fréquente dans la philosophie antique. On parle de l'ironie socratique et on considère qu'il n'est d'ironie que socratique. Pas bien vrai, hein. Il y a de l'ironie chez Diogène et chez les cyniques, il y a de l'ironie chez Aristippe de Cyrène et les cyrénaïques, ça c'est évident, c'est une méthode chez ceux-là, mais il y a de l'ironie chez tous les autres aussi qui sont capables d'avoir des bons mots, ou de raconter des histoires, ou de pratiquer le jeu de mots, et le jeu de mots est toujours l'occasion d'une espèce de synthèse théorique, c'est une occasion aussi pour le philosophe de dire plus que le jeu de mots. L'ironie de Démocrite, je vais vous parler de l'odeur des vierges quand même ce soir. Elle renvoie à cette anecdote qui m'enseigne Hippocrate, le médecin que vous savez, et Démocrite qui déambule dans la rue et qui voit passer une jeune et jolie jeune fille. Et Démocrite salue cette jeune fille en lui disant « Bonsoir mademoiselle ». Et il la revoit le lendemain matin et il lui dit « Bonjour madame ». Et Hippocrate lui demande pour quelle raison, et il lui dit mais comment fais-tu? Je vous disais tout à l'heure qu'il avait un talent pour la prédiction, il était capable de découvrir des choses simplement en travaillant sur la causalité. Eh bien semble-t-il l'odeur des vierges ne correspond pas à l'odeur d'une femme qui a passé la nuit dans les bras d'un homme, et les simulacres ne sont pas les mêmes. Et Démocrite disait, joignant le geste à la parole et d'une certaine manière montrant la validité de sa théorie des simulacres, qu'il n'était plus question de dire mademoiselle à cette femme, puisque je ne veux pas dire ses odeurs, parce que ça n'a pas grand-chose à voir, ni ses parfums, ça a à voir avec les simulacres. Et les simulacres faisaient la démonstration qu'effectivement, cette jeune fille était devenue une femme. L'anecdote ne manque pas d'intérêt parce qu'on voit le monde dans lequel Démocrite évolue, c'est-à-dire c'est un monde de matière en mouvement, en permanence, c'est-à-dire le désir, le plaisir, la virginité, le fait d'être une femme accomplie, si vous me permettez l'expression, si on peut le dire comme ça. Toutes ces choses-là, ça suppose de l'atome, ça suppose de la matière, et c'est perceptible par un corps et par des sens. Sur la fin de Démocrite, on a des anecdotes qui sont multiples toujours sur la fin des philosophes, la mort des philosophes dans Diogène Laërce. Je vous disais que Diogène Laërce racontait toujours comment vivaient, naissaient, s'habillaient, mangeaient les philosophes, comment ils mouraient aussi. Il y a des anecdotes multiples qui disent toujours qui on est et on ne peut pas avoir de mort indépendamment de la vie qu'on aura vécue. Il faut que la mort soit cohérente avec la vie qu'on a vécue. Donc l'anecdote est connue pour Diogène de Sinope par exemple. On prétend qu'il est. Alors il y a plusieurs morts. Donc il y a une mort qui suppose qu'il s'est fait mordre par un chien enragé. Pour un philosophe qui prend modèle sur un chien, ça ne manque pas de piquant ou de mordant, je dirais, de voir que le chien peut rendre la monnaie de sa pièce à un philosophe qui lui a donné sa dignité philosophique. Il y a une autre mort possible qui suppose l'ingestion d'un poulpe cru. C'est aussi la cuisine, c'est essentiel. Le cru et le cuit, Lévi-Strauss l'a dit, mais Diogène le savait déjà très vite et très tôt. Le cuit, c'est la civilisation. La gastronomie, c'est le fait de culture. Le cru, c'est la nature. Et par définition, la philosophie de Diogène de Sinope renvoyait à la nature et supposait une contre-culture, supposait une opposition à la culture. Donc en mangeant du poulpe cru, Diogène faisait un acte philosophique majeur puisqu'il disait la nature supérieure à la culture. Mais en même temps, on peut croire que ça n'était pas tenable philosophiquement puisqu'il en est mort. Donc je dirais les anecdotes disent toujours
qui on est, comment on a pensé. Dis-moi comment tu meurs, je te dirai qui tu étais d'une certaine manière. Eh bien, avec Démocrite, l'histoire est toute simple. Il est vieillard, il est aveugle, il sent qu'il va mourir, parce que la sagacité est grande chez le philosophe et il sait qu'il va mourir. Mais sa sœur, qui demande un petit repos, il y a quelques obligations religieuses, elle lui demande un petit délai, elle lui dit en gros, ce serait bien que tu meurs dans 3 jours, que je puisse faire un peu mes ablutions. Et comme c'est un gentil frère, Démocrite, on se demande quel âge il a, puisqu'il a passé 100 ans, mais enfin bon, il y consent et il passe 3 jours à humer des petits pains. Il mange même pas, mais il est 100, pour vous dire que le nez a de l'importance, c'est les philosophes du simulacre. Il passe 3 jours à humer ces petits pains, il tient le coup, et quand il disparaît, enfin quand l'heure vient de disparaître, eh bien la vie s'arrête et c'est terminé. Voilà comment Démocrite meurt. Et puis une ultime anecdote concernant son trépas, une anecdote que je ne crois pas juste parce qu'elle est assez enfin, je ne la crois pas juste, mais on va voir comment elle fonctionne, on va essayer de la démonter. Je dirais, il aurait fait savoir qu'il aurait aimé qu'on conserve son corps dans du miel. Alors pourquoi pas? Certains font ça avec du calvados et d'autres des congélateurs, donc on peut avoir le désir du miel. Il se fait que ça paraît assez contradictoire avec l'option philosophique de Démocrite, même avec son option physique, puisque les atomes sont immortels, et que Démocrite sait bien que l'agencement qui nous fait être ce que nous sommes est mortel, mais qu'en revanche, l'agencement des atomes, il renvoie à des atomes immortels, et que de toute façon, l'immortalité, elle est assurée. On n'a pas besoin d'être plongé dans du miel pour survivre, puisque d'une certaine manière, on verra avec Épicure, mais l'une des leçons données sur la façon d'apprivoiser la mort renvoie à cette immortalité, à cette éternité des atomes. Nous allons mourir, certes, mais les atomes qui nous composent vont durer toujours. Et les philosophes épicuriens, les philosophes matérialistes ont toujours dit que d'une certaine manière, peu importer l'éternité de notre agencement, ce qui était essentiel, c'était l'éternité des atomes qui nous constituaient. Donc une espèce d'option panthéiste. Il y a une option panthéiste dans cette vision des choses, c'est-à-dire que le monde continuera avec des atomes qui continueront à s'agencer et nous continuerons. Certains peuvent considérer qu'après tout, survivre dans un pissenlit, c'est survivre quand même. C'était d'une certaine manière les options théoriques de Démocrite. On dira paix à son âme matérielle d'une certaine manière, mais il faudrait que toutes ces petites anecdotes qui montrent sa sagacité, qui montrent son intelligence, qui montrent sa ruse, qui montrent son ironie, son désintérêt, enfin tout ce petit portrait fait avec des touches diverses, puisse contribuer à fabriquer un individu vivant qui, comme tous les philosophes de l'Antiquité, vit sa pensée, pense sa vie, met en perspective ses options philosophiques dans un quotidien, qu'il vit d'une manière philosophique, qu'il y a une vie philosophique et que cette vie matérialiste, elle suppose des vies philosophiques, des traits d'humour, des traits d'esprit, des considérations, des façons de mettre en jeu son corps, et qu'il n'ait pas d'anecdote qui ne fasse sens dans l'économie générale d'une pensée matérialiste. Voilà pour aujourd'hui à quoi peut ressembler d'une certaine manière un personnage, comment on peut travailler sur la question des anecdotes, comment le Diogène Laërce nous fait la démonstration qu'il y a une somme d'anecdotes considérable sur les individus et sur les philosophes, mais ces anecdotes sont à prendre au pied de la lettre et à ne pas prendre au pied de la lettre. À prendre au pied de la lettre parce qu'elles disent quelque chose, mais pas au pied de la lettre parce qu'elles ne disent pas forcément ce qu'on croit voir a priori. Donc l'intérêt, je dirais, de cette philosophie anecdotique, c'est qu'elle suppose que, tout étant dans tout, le détail peut conduire à l'essentiel, et un peu sur le principe de la paléontologie, donnez-nous un petit morceau d'os, donnez-nous un osselet et nous reconstituerons la totalité du squelette. C'est un petit peu ce que la philosophie antique rend possible. Ce sera de moins en moins le cas le temps passant.